Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle du mécénat de compétences. Alors on connaît le mécénat de compétences, mais c'est un mécénat particulier à destination des seniors. On en parle avec Jean-Michel Pasquier, il est le fondateur de Coeo, il est notre invité. Le cercle RH pour parler de cette rentrée sociale explosive, des manifestations le 10 septembre et le 18 septembre. Elle sera portée par les partenaires sociaux. Que se passe-t-il ? On parlera évidemment du dialogue social et de la crise de notre démocratie. On en parlera avec nos experts, Yvan Ricordeau, secrétaire général adjoint de la CFDT, et Pierre Ferracci, le président du groupe Alpha, fin connaisseur de ce dialogue social. On fera le point avec eux. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler du mécénat de compétences. Alors c'est un concept, un outil qui existe depuis un certain nombre d'années, mais on va en parler là parce qu'il est à destination des seniors. Et les seniors, on en a aussi beaucoup parlé, c'est le sujet d'actualité du moment. On en parle avec vous, Jean-Michel Pasquier, vous êtes fondateur de Coeo. D'abord un petit mot, parce que quand on choisit le nom d'une entreprise que vous avez depuis 15 ans, on ne le choisit pas par hasard. Ça veut dire quoi ? C'est mon passé latiniste, n'est-ce pas? Autre génération, ça veut dire je fais route avec toi, je fais chemin avec toi, voilà. Chemin avec toi. Voilà, ce qui est très symbolique pour le mécénat de compétences. Coeo, c'est une entreprise donc, qui fait du mécénat de compétences Voilà. tout âge. Qui fait de l'accompagnement opérationnel au mécénat de compétences pour inciter les parties prenantes à mettre ça à mettre ça en musique en fait, sur le terrain, aussi bien côté employeur que côté structure bénéficiaire. Juste pour que ceux qui nous regardent y voient clair, le mécénat de compétences, c'est quoi ? On connaît le mécénat, Bien sûr. on est mécène, mais le mécénat de compétences, c'est Alors, quoi ? si on veut la faire très courte, le mécénat de compétences, c'est du bénévolat pendant le temps de travail. C'est-à-dire, c'est la possibilité pour un employeur de proposer à ses collaborateurs de s'investir pendant le temps de travail, donc de quelques heures à quelques mois, on le verra tout à l'heure, auprès d'associations locales d'intérêt général. Donc le salarié va, avec autorisation évidemment de son équipe de direction, Voilà, bien sûr, c'est l'employeur qui incite en fait, généralement, donc qui implique. va se détacher dans une association. Voilà, il reste rémunéré, même niveau de rémunération, mais pendant ce temps-là, il va être effectivement au profit d'une association. Alors, vous avez fait pivoter ou évoluer en tout cas votre offre, puisqu'on va parler des seniors. Pourquoi faire ce focus sur les seniors ? Donc, alors, je parle bien d'accompagner des seniors. Oui, complètement. On ne l'a pas fait évoluer. En fait, depuis 15 ans, on accompagne des seniors, mais c'est vrai qu'on voit depuis à peu près 4-5 ans une montée, une émergence très forte de l'accompagnement des seniors. Notamment, on l'a vu il n'y a pas longtemps, on a signé il n'y a pas longtemps la charte 50+, qui a été signée au ministère du Travail. Et c'est vrai que de plus en plus, les organisations préemptent un petit peu ce qu'on appelle l'offboarding, c'est-à-dire qu'on parlait beaucoup d'onboarding quand on intègre des compétences, mais on traitait très peu l'offboarding, la sortie. La sortie, c'est important parce que les gens, ils parlent ensuite, j'ai été 15 ans dans cette boîte, 30 ans, etc., donc c'est important. Enfin, en tout cas, ça peut être des mauvais ambassadeurs de l'entreprise. Exactement, en négatif. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir proposer donc, à des collaborateurs qui sont à 2 ou 3 ans de la retraite, des droits à la retraite, de partir en association. Ils restent rémunérés par l'employeur, mais ils partent entre 24 et 36 mois dans des associations pour construire vraiment des projets pérennes. Et nous, on a construit ça vraiment sous une forme de projet de vie, c'est-à-dire vraiment on vous offre la possibilité de rebondir, de partir sur autre chose, pour éviter plusieurs syndromes, la placardisation, j'ai fait le tour de mon job, je sors éventuellement d'un burn-out, etc., etc. Les changements de métier aussi, ça c'est important. Les transfos et les orgas. Exactement, des métiers qui vont disparaître, donc c'est peut-être pas mal de pouvoir passer le témoin éventuellement à mi-temps avec quelqu'un en interne et puis de travailler pour une association en parallèle. Donc toutes ces choses-là qui font que le contexte devient de plus en plus favorable par rapport au mécénat senior. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous décrivez, c'est l'aspect, alors pas nouveau, puisque quand on fait du mécénat de compétences, on y trouve du sens, en tout cas les témoignages de ceux qui s'engagent. Mais là, il y a un double effet gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous remettez sur ses pieds un senior parfois un peu perdu dans la boîte, exactement. Et qui va pouvoir transmettre à quelqu'un qui lui-même est un peu perdu dans son association ou sa structure. Exactement, et à tel point que nous, on parle vraiment du collaborateur, de son parcours de vie, pas simplement de son parcours purement professionnel. Quelqu'un qui nous dit, voilà, j'ai un petit neveu qui est autiste, j'ai envie de m'investir là-dessus, évidemment, c'est quelque chose qui résonne énormément. Et puis on va assez loin puisque dans pas mal de cas maintenant, on va positionner le collaborateur sur un futur lieu de vie. Quelqu'un nous dit, là, j'ai une petite maison dans le Perche, ok, bingo, on va vous positionner d'entrée au travers du mécénat de compétences sur votre futur lieu de vie pour déjà vous incorporer, vous impliquer et vous engager sur votre territoire futur. Mais vous qui venez des RH et qui avez aussi un parcours en tant que dirigeant dans une structure RH, c'est intéressant pour la RH parce que ça évite, comme vous l'évoquiez, d'une rupture trop sèche. Exactement. Ou d'une manière parfois un peu douloureuse pour le senior.
bien C'est sûr. quoi? C'est une sortie en pente douce, on peut le dire comme ça? C'est une passerelle, c'est une transition, à tel point qu'on essaie aussi d'explorer un petit peu tout ce qui est réorganisation, notamment les prêts PSE, les prêts PDV, pour essayer de dire, bah, voilà, il y a peut-être des solutions alternatives et le mécénat de compétences de fin de carrière en est une. Donc ça veut dire que vous rencontrez, vous les RH, vous posez votre ordinateur et vous leur dites, voilà, vous avez combien de personnes de plus de 57 ans? Voilà. Vous démarrez à quel âge? C'est quoi l'âge? Généralement, c'est 2-3 ans, voilà, les droits à la retraite, donc c'est 58, oui, 59? 58-59, C'est pas effectivement, trop? ça dépend du parcours, ça dépend de la date d'entrée, Ouais. en Et activité puis du de ce que le gouvernement collaborateur. décidera de fixer? Oui, si ça change encore dans 2 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on sent une appétence de plus en plus forte des collaborateurs et des organisations employeuses. Ça, c'est clair. Jean-Michel, avant de nous quitter, vous évoquiez tout à l'heure quelques heures, jusqu'à plusieurs mois, dans le profil des seniors. J'imagine que vous les ventilez, ils sont ventilés sur des Alors, missions plus non, longues. quand je dis quelques heures, c'est pour les tout âges. C'est-à-dire que nous, on balaye C'est ce que l'ensemble de j'entendais. voilà, l'ensemble de la carrière, mais pour les seniors, effectivement, c'est grosso modo entre 6 et 36 mois à peu près pour les missions. Donc, c'est des missions vraiment constructives qui s'intègrent de façon très forte dans une association qui a besoin de compétences et d'expertise. C'est génial. Combien de seniors, là, pour Alors, sur l'instant 2024-2025, on en a déployé à peu près 60. Donc, c'est des entreprises comme Aesio, comme Allianz, différentes, comme Arkema, comme différentes boîtes, pas que du CAC 40, hein, pas que du SBF 120. Ils veulent également des revenir dans boîtes leur plus boîte ou quand ils sont Non, placés, ils sont super contents, ils vous disent je veux plus bouger? non, non, finalement, c'est des missions qui arrivent à terme juste avant le départ à la retraite. Donc, c'est pour ça qu'on parle de passerelle, parce qu'il n'y a pas de retour, effectivement, dans l'entreprise. C'est vraiment une transition entre j'arrête mon activité professionnelle Hmm. et je pars en disponibilité retraite. Et d'un point de vue très philosophique, ça fait une belle fin. Parce que parfois, il y a beaucoup de seniors Oui, qui ça vous fait disent une j'ai belle une fin. mauvaise fin. Exactement, et c'est de plus en plus fréquent. Et nous, on a beaucoup de collaborateurs qui nous disent, bah voilà, vous m'avez redonné un petit peu d'impulsion et voire beaucoup d'impulsion par rapport à mon parcours, et ça, c'est important. Merci Jean-Michel Pasquier d'être Je vous venu en prie, nous merci pour éclairer l'invitation. sur ce travail, au-delà de l'ossature, qui est un vrai travail Bien sûr, de remise en confiance et voilà, de positionnement de ces seniors qui parfois sont un peu déboussolés. Merci de nous avoir rendu visite. je vous en prie. Fondateur de Co et O, faisons chemin ensemble. Exactement. Merci, on tourne une page, on s'intéresse à la rentrée sociale qui évidemment intéresse tous les Français, les chefs d'entreprise, les décideurs. Rentrée sociale explosive, climat social et démocratie en souffrance. On en parle avec nos experts. On va faire le point évidemment sur ce qui nous attend. On les accueille, c'est le Cercle RH. Le Cercle RH pour débattre de la rentrée sociale explosive. Une première manifestation pour tout casser. Je reprends les mots des organisateurs le 10 septembre. Et puis le 18, les partenaires sociaux, les syndicats, eh bien, seront dans la rue pour une multitude de revendications, et on va en parler, avec en toile de fond une dette abyssale et une démocratie malade, puisque évidemment, il y a toujours en suspens eh bien, le renversement et le départ de François Bayrou pour un nouveau Premier ministre, peut-être même une dissolution qui viendrait créer de la souffrance sur de la souffrance. On en parle avec mes invités. Yvan Ricordeau, merci d'avoir répondu à notre invitation, c'est un vrai plaisir. Secrétaire général adjoint de la CFDT, votre secrétaire général s'exprimait ce matin sur TF1 et qui prenait des positions très nettes sur les aides, notamment accordées aux entreprises, aux fameux 200 milliards. On y reviendra avec vous. Et avec nous, Pierre Ferracci. Je suis très heureux de vous accueillir. Pierre, vous êtes président du groupe Alpha. Alors, vous êtes un fin connaisseur du dialogue social et peut-être même au-delà de la manière dont s'organise la démocratie sociale. D'abord, Yvan Ricordeau, juste un mot d'organisation, parce que les Français se disent, alors, je vais à quelle manif, moi? Je vais à celle du 10 septembre ou je vais à celle du 18? Ils n'ont pas compris. Vous serez à laquelle? Vous serez sur les deux? Pour la CFDT, les choses sont claires. La CFDT appelle à manifester le 18 septembre, partout en France, de façon importante, massive, parce que dans notre pays, il y a une vraie colère de faire en sorte que le travail doit être revalorisé. Or, on a un projet de budget qui clairement fait peser l'essentiel des efforts sur les travailleurs. Donc, la CFDT, à ce moment-là, dit stop. Et celle du 10, on n'y va pas? Et la CFDT appelle avec l'ensemble des organisations syndicales le 18 septembre. Il y a un autre mouvement qui a été annoncé d'ailleurs il y a de nombreuses semaines et de nombreux mois, qui est plutôt une mobilisation citoyenne, qui n'est pas une mobilisation syndicale. La différence, c'est qu'une mobilisation syndicale exprime une colère, pose des revendications, agit pour obtenir des résultats. Et donc, une mobilisation citoyenne, c'est plutôt une mobilisation d'expression de colère, ce qui est légitime. Apolitique, Mais en même temps, elle a été
récupérés par des organisations politiques Et les qui ont filles des objectifs qui ne sont pas celles des organisations syndicales. Voilà pourquoi la CFDT fait le choix et organise le 18 septembre. Je donne la parole à Pierre Ferracci, mais en quelques mots, l'enjeu de ces manifestations, évidemment, c'est de faire entendre votre voix, mais elles pèsent encore, ces manifs, dans les décisions prises par les gouvernements successifs. On a vu des grandes manifestations contre la réforme des retraites, finalement, ça n'a pas abouti. Est-ce que vous pensez que vous pesez encore par les manifestations? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on le voit dans nombre de négociations, les organisations syndicales sont en capacité de construire des compromis et d'obtenir des résultats. Donc ça fonctionne. Par contre, il y a effectivement une vraie question qui est posée au mouvement du 18 septembre, c'est qu'on a un projet de budget qui est bloqué. Les organisations syndicales disent qu'il faut construire un nouveau cap. Si on a une proposition pour faire évoluer les choses, on sera entendu. Si ce n'est pas le cas, il y aura à nouveau un problème. La question des retraites a été un énorme problème social et démocratique dans notre pays. Il faut absolument faire différemment sur la question budgétaire qui nous est posée. Pierre Ferracci, la grogne, la souffrance de certains salariés, elle vient aussi faire écho à la crise démocratique dans laquelle nous sommes, comme si l'un répondait à l'autre. Est-ce que vous qui observez notre vie politique et sociale depuis des années, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent « je suis inquiet » Il vaut mieux être inquiet en ce moment parce que d'abord le pays est à cran. Il y a beaucoup d'angoisse et en même temps beaucoup d'incertitudes sur le plan économique, sur le plan social. Bon, moi je trouve d'abord que le fait que les organisations syndicales aient annoncé une journée le 18 septembre est une bonne chose, surtout en intersyndical. C'est la seule façon aujourd'hui d'être à peu près entendu d'un gouvernement qui, même s'il a fait peut-être un peu plus que les autres, un signe en direction des organisations syndicales et patronales avec le conclave, qui ne s'est plus appelé le conclave ensuite, n'a quand même pas écouté grand-chose dans la dernière période. C'est important aussi parce que le mouvement du 10 septembre qu'il faut regarder à la loupe, parce qu'il exprime effectivement aussi une colère, mais on voit bien qu'il y a une forme de récupération. Au début, on pensait à l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est plutôt la France insoumise qui essaye de mettre la main dessus. Des propos violents, on va tout casser. Ça perturbe les organisations syndicales, en tout cas certaines, peut-être moins la CFDT qui a une attitude claire là-dessus. On voit bien que du côté de la CGT. La CGT, il y a quelques mouvements un peu contradictoires. Et je trouve que Sophie Binet essaye de prendre une position équilibrée, mais c'est pas simple. C'est en tout cas moins simple que du côté de la CFDT. Il peut y avoir d'autres organisations qui sont impactées par le mouvement du 10 septembre. Et puis le 8, il y a sans doute la démission du Premier ministre, sans doute, on ne sait jamais, il peut y avoir des miracles, il n'y en a pas eu avec le conclave. Et donc dissolution, élection présidentielle anticipée, on n'en sait rien, nouveau Premier ministre. Donc pour revenir à votre question, je pense qu'en dehors des problèmes économiques et du déficit des finances publiques qu'on a à gérer, il y a un vrai problème démocratique dans le pays qui s'exprime aussi du côté de la démocratie sociale. Les partenaires sociaux n'ont pas été assez entendus. Je prends un exemple, c'est bien de leur dire aujourd'hui vous allez prendre en main l'assurance chômage. Mais si c'est pour prendre en main l'assurance chômage en la corsetant avec des lettres d'orientation qui donnent l'impression que le gouvernement a la main, je pense que les syndicats réfléchiront 2 fois avant d'y aller, alors que ça peut être un vrai sujet, effectivement, pour régénérer cette démocratie sociale. Je vous souviens, cette petite phrase de Tocqueville, elle est intéressante parce que c'est exactement la situation dans laquelle on est. On a le sentiment que le gouvernement est dans les phares. La dette est abyssale et on doit trouver des marges. Tocqueville dit « Le moment le plus dangereux pour un mauvais gouvernement est d'ordinaire celui où il commence à se réformer ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est abyssal cette phrase. Un mauvais gouvernement, dès qu'il va faire une réforme, et on l'a vu avec François Bayrou, et on va lancer les thèmes, il vous a annoncé il y a 1 mois, il avait trouvé la formule magique, on allait supprimer 2 jours fériés, par exemple. Je pense pas. Et vous a laissé sans voix ma phrase de Tocqueville. Non, mais je pense pas que le risque pour un gouvernement dans la période actuelle soit de réformer. La question, c'est comment il s'y prend pour réformer. Donc la méthode pour réformer. Elle est essentielle. Et après, le contenu l'est tout autant. Mais d'abord sur la méthode, sur la question du budget, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le Premier ministre a fait une conférence de presse pour mettre tout le monde devant le fait accompli, de dire la situation, elle est celle-là, la solution est celle-là. Ça ne peut pas passer. Dans une situation de blocage, comme on connaît dans notre pays depuis de nombreux mois, depuis de nombreuses années, il faut trouver des espaces de dialogue qui permettent de trouver les bons compromis, qui permettent de construire les bonnes Il n'y a plus de dialogue. Et ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'il faut permettre les différentes voix pour s'exprimer, pour regarder si le compromis est partagé.
ce qui est nécessaire, y compris sur la question budgétaire. Vous avez dit que le déficit était abyssal. Le Mmh. déficit, il existe, il est important, la CFDT ne le nie pas du tout. Mmh. Par contre, la façon de présenter une situation budgétaire de façon catastrophique est le choix du gouvernement, c'est pas le choix de Mais la qui est CFDT. responsable, Parce que selon vous, de ce déficit? la CFDT, elle plaide depuis très longtemps sur le fait qu'il faut organiser dans notre pays une conférence des finances publiques. C'est-à-dire de mettre en situation l'ensemble des acteurs, le gouvernement bien sûr, notamment plus le Parlement, qui est en première ligne, et les acteurs de la société civile, pour regarder quelles sont les Patronaux et salariaux. oui, voire même associatifs, pour regarder comment collectivement on est dans une situation qui nécessite de faire des choix. Et donc la méthode de construction est importante, et après le contenu aussi. Mais voyez le paradoxe, Pierre Ferracci, parce qu'il y a 53% de prélèvements obligatoires sur les chefs d'entreprise et les dirigeants qui vous disent, nous, on est assommés de fiscalité, et dans le même temps et au même moment, vous avez des salariés qui vous disent, moi, avec 1300 ou 1400 euros, je peux pas vraiment vivre dignement. Comment on fait? Parce qu'en fait, on a le sentiment que le pays est cassé. D'abord, pour revenir à la citation de Tocqueville, ce gouvernement, il succède à combien? 6-7 gouvernements précédents. On en est au 6e Premier ministre. C'est ça. Et bientôt le 7e. Presque le record. Donc il faut le Européen. juger aussi à l'aune de ce que les autres ont fait. Et moi je pense qu'on paye aujourd'hui, Yvan Ricordo a raison, la dette elle est là, les finances publiques sont exsangues, mais il faut trouver la bonne façon de les redresser. Là, on l'a pas. Hein. Mais on paye un petit peu ce qu'on n'a pas fait pendant des années. Je prends un exemple qui est celui des retraites. La seule façon dans ce pays qu'on a de faire travailler plus les seniors, c'est de décaler l'âge de départ à la retraite. Il y a des pays scandinaves, je l'ai souvent dit, qui ont pris le problème autrement, qui ont travaillé sur le cadre des seniors en fin de carrière professionnelle, qui l'ont aménagé. Ça ne veut pas dire qu'ils ont sauté d'enthousiasme quand on est passé de 62 à 64 ans, mais en tout cas, ils ont créé les conditions pour que le travail soit plus facile. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait sur la pénibilité. Tu vois. Donc du coup, le dernier outil, c'est de dire on décale. Et là, effectivement, les gens, pour garder un pouvoir d'achat correct, ils sont obligés, pas tous d'ailleurs, d'y aller. Il y en a beaucoup qui se retrouvent aussi en maladie ou au chômage. Donc je pense qu'il faut réfléchir à ce qui n'a pas été fait pour arrêter de prendre de mauvaises décisions. Et la question qui est posée par ce budget, c'est d'abord un problème d'équité. Un problème d'équité. Il y a des choses qu'on sous-estime et où il n'y a pas assez de débat dans ce pays. La transition environnementale, tout le monde est pour. Enfin, presque tout le monde est pour. Presque, sauf on en parle moins. Sauf que le coût de la transition environnementale, il va être colossal. Et quand on dit il va être colossal, qui paye derrière? Les entreprises, les citoyens, les salariés, les actionnaires. Je veux dire, si on ne mesure pas ce coût-là et si on ne le traite pas de façon équitable, il y aura ce qui est arrivé dans d'autres pays, et pas seulement aux États-Unis, une opinion populaire qui se révoltera contre des mesures dont tout le monde sait qu'elles sont importantes pour protéger la planète. Donc cette situation peut provoquer une montée des populismes et une mise en danger de notre démocratie. Mais elle le provoque déjà. On est déjà dedans. Oui, tout à fait, on est déjà dedans. Et un des enjeux... Les syndicats sont des remparts quand même à tout ça. Un des enjeux justement de ne pas agrandir les fissures démocratiques et la montée de l'extrême droite et de retrouver des voies de dialogue qui permettent de construire des perspectives d'avenir. Vous n'en avez plus de voie de dialogue là aujourd'hui. Le dialogue est rompu. Là, manifestement, dans la période budgétaire, on s'y est pas pris de la bonne façon pour y arriver. Mais l'enjeu, quelle que soit d'ailleurs la situation post-8 septembre, il y a un vote de confiance. C'est au Parlement de gérer la question du vote de confiance. Il n'y a aucune compétence pour une organisation syndicale d'émettre un avis sur cette question-là. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que le 9 septembre, exactement les mêmes questions sont posées. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du 9 septembre, la question de comment dans ce pays on arrive à dialoguer pour faire en sorte de poser le bon diagnostic budgétaire et les bonnes réponses sont posées. Et dans le contenu de ce qu'il faut faire, la CFDT ne nie pas qu'il y a des efforts à faire. Mais ce qu'on veut absolument, c'est que les efforts soient répartis entre les entreprises, ceux qui ont du patrimoine et les salariés. Or là, on a une réponse sur laquelle on fait porter tous les efforts uniquement sur les salariés. J'allais y venir justement sur la juste répartition et la manière dont on va aller chercher ces 44, 41 milliards pour commencer. C'est sur les entreprises qu'il faut faire porter l'effort parce que je l'évoquais tout à l'heure. Là, pour l'instant, vous avez des propositions qui, la balle est chez vous, suppression de 2 jours fériés, une réforme de l'assurance chômage pour réduire les indemnités et une monétisation, ça c'est intéressant, portée par la ministre du Travail, de la 5e semaine de congés payés. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train doucement mais sûrement de toucher, comme on l'appelait ça avant, aux acquis sociaux? Dans ce qui nous est proposé, oui. La réponse, elle est claire. Puisque les solutions sont de faire porter les efforts sur les salariés, les mesures sont
des mesures sur le droit du travail, ça veut dire qu'on détricote le modèle social français. D'ailleurs, sur une argumentation qui est très aléatoire, si on nous parle toujours de moyenne européenne, on nous parle des fois de comparaison outre-Atlantique. Donc, mais la question, c'est par exemple, on parle souvent de la question du travail et de l'emploi comparé à l'Allemagne. Et que je sache, au niveau des compétences du dialogue social dans une entreprise, le modèle allemand et le modèle français n'ont rien à voir. Très différent. Donc, si on veut comparer les taux, il faut qu'on compare aussi les modèles. Mais Pierre Ferracci, est-ce qu'on est en train, doucement mais sûrement, d'une manière presque inexorable, parce que la dette, parce que des déficits, parce que des taux qui sont encore montés à 4,5 pour payer notre dette sur 30 ans, est-ce qu'une manière inexorable, il va falloir repenser notre modèle social? D'abord, s'il y a unanimité des syndicats pour le 18 septembre pour contester ce budget, sous des formes diverses, ils ne sont pas tous d'accord sur tout, c'est que ce budget, effectivement, c'est l'amorce d'un détricotage du modèle social, ça paraît évident. Et ça ne concerne pas que les 2 jours fériés, entre parenthèses, dont la date a été très mal choisie. Le 8 mai, En effet. Ouais, enfin, le 8 mai et puis le lundi de Pentecôte, si on voulait toucher à quelques catégories bien particulières, on ne s'y prendrait pas autrement. Et des enjeux touristiques. Donc après, moi je ne fais pas partie de ceux qui disent la dette c'est pas important, il n'y a que le coût de la dette qui est important, ce que disent parfois certains économistes atterrés. Je pense que le problème est réel. Et à partir de là, il faut essayer de regarder un petit peu où doivent être faits les efforts. Mais oui. On a dans ce pays, par exemple, aujourd'hui un problème de productivité. Bon, le problème de productivité, il est aussi lié à ce qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait ces dernières années. On a aussi, on parle souvent du coût du modèle social, on a un déficit aujourd'hui d'investissement dans la recherche-développement, c'est évident. On a un problème dans l'éducation, tout le monde commence à le dire. Et le traitement du marché du travail, il se traite d'abord tout au début dans l'éducation des tout petits. Et avec l'intervention aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on a intérêt à bien regarder comment le système éducatif va évoluer. C'est là que certains pays sont en avance, et pas seulement les pays scandinaves qu'on cite souvent en exemple. Bon, moi je suis assez d'accord avec Yvan Ricordeau aussi, et puis les organisations syndicales. Sur les aides publiques, il faut regarder ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas. Aides publiques aux entreprises. Oui, aux entreprises. Il y en a qui sont légitimes, il y en a qui ne le sont pas. Et je ne vois pas pourquoi on ne regarderait pas des sommes qui sont de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Après... de temps en temps, dans l'appareil d'État, il manque ici des moyens. Il y a peut-être des moyens qui sont un peu pléthoriques de ce côté-là. Il ne faut pas hésiter non plus à regarder ce qu'on peut faire dans ce domaine particulier. Quand on touche au modèle social, on touche finalement au quotidien des Français. Ce n'est pas qu'un grand mot philosophique, c'est aussi le temps libre, c'est aussi le pouvoir d'achat, c'est aussi la capacité de pouvoir acheter, investir dans une maison, dans une voiture. Je vous repose la question de manière un peu plus directe. Est-ce que vous aussi, en tant que syndicaliste, vous dites on est inquiet, nous, syndicalistes, on sera les remparts d'éventuels débordements populistes, parce que beaucoup s'inquiètent de ça, finalement, de la violence, de la casse, de Français tellement exaspérés et qui tournent le dos aux politiques, qui globalement sont prêts à tout. Est-ce que ça, vous le craignez aussi? Il y a un danger. Il y a un danger, mais on a aussi des réponses. Et donc, il n'y a rien d'intangible dans la situation qui est celle de notre pays aujourd'hui. Par exemple, une réponse sur comment on peut donner des perspectives dans notre pays. La question du rapport au travail est quelque chose qui est fondamental, qui est d'ailleurs assez positif. C'est-à-dire que les salariés ont une appréciation globalement positive de leur travail au quotidien et de comment ils sont reconnus, de leurs valeurs. Et donc, autant s'appuyer là-dessus. Et pour la CFDT, il y a quelque chose qui est essentiel, incontournable, c'est pour les salariés qui ont tenu le pays pendant le Covid, ce qu'on a appelé les travailleurs et notamment les travailleuses essentielles. Ouais. Ceux qui étaient les premières et les deuxièmes lignes. On leur a promis que leur valeur sociale serait reconnue. Il ne s'est rien passé depuis. Et donc, quelques applaudissements et on tourne la page. Aujourd'hui, dans un projet de budget, on peut très bien prévoir qu'il y a des efforts qui soient faits sur les salariés, mais alors qu'il y a des récompenses qui soient données à d'autres salariés. C'est ça ce qu'elle attend, la CFDT. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est compliqué, d'accord, mais on est aussi dans un monde qu'on doit construire. Et les constructions sociales de demain, elles sont possibles et on peut commencer à travers ces éléments-là qui ne sont pas symboliques, qui sont clairement attendus dans les entreprises. On a beaucoup de salariés qui sont adhérents à la CFDT, qui sont du secteur de la propreté, du tourisme, de la restauration et du sanitaire et du social, qui attendent ces mesures-là. Métier pénurique par ailleurs, il faut le préciser. Oui. Pierre Ferracci, avant de nous quitter, je voulais quand même vous poser la question, et je vous la pose à tous les deux. J'ai lu un post passionnant d'un RH sur LinkedIn qui disait, attendez, on est en train de remettre en question les ruptures conventionnelles très utilisées. Et lui démontrait l'inverse en disant, oui, c'est peut-être très utilisé, mais moi, RH, je suis face à des gens qui viennent me supplier de quitter leur entreprise dans les meilleures conditions, en ayant une rupture conventionnelle qui leur garantisse, j'allais dire, un minimum vital, ou en tout cas de quoi survivre ou vivre.
Vous en pensez quoi, vous, à la tête du groupe Alpha, qui avait une connaissance aussi? On les Alors, supprime, ces ruptures conventionnelles, ou pas? Avant de dire un mot sur les ruptures, c'est marrant les ruptures parce que j'étais intervenu là-dessus dans la commission Attali à l'époque, au moment où c'était voté en 2008. D'abord sur le travail, Yvan a raison, c'est une question essentielle à un triple point de vue. Rémunération, notamment pour des métiers très pénibles et qui ont été en première ligne. On les revalorise? Reconnaissance. Et puis conditions de travail. On oublie souvent de dire que dans ce domaine-là, en matière d'accident du travail, on n'est pas les mieux classés en Europe. On est même plutôt derrière. Et si j'évoquais le problème de productivité tout à l'heure, il renvoie aussi à ça. La productivité, c'est aussi un cadre de travail qui permet aux salariés de s'exprimer pleinement. Alors les ruptures conventionnelles, c'est étonnant parce que moi, je me suis battu dans la commission Attali à l'époque où c'était discuté par le patronat et les syndicats, non pas contre la rupture conventionnelle en tant que telle, mais pour qu'on identifie l'origine de la rupture conventionnelle. Exactement. Et notamment qu'on distingue ce qui relève plutôt d'un plan social, de motifs économiques ou de motifs personnels. Bon, je me rappelle que dans la commission d'Ali, ceux qui représentaient le patronat, et que je respecte beaucoup d'ailleurs, ont défendu l'idée qu'il ne fallait pas définir l'origine, que c'était comme ça. Bon, aujourd'hui, on s'aperçoit que ça coûte un peu cher. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à ce qu'a été la rupture conventionnelle pendant des années. C'est vrai que ça a pris petit à petit le pas sur les plans sociaux traditionnels. Ils les ont contournés, même, dans sa d'ailleurs. dimension individuelle et puis ensuite dans sa dimension collective, puisque est arrivé avec les ordonnances la rupture. Bon, il faut réfléchir un petit peu à ça, demander ce qu'ils en pensent aux partenaires sociaux, notamment aux organisations syndicales, et avant de toucher ça, se demander quels sont les avantages pour les salariés et les inconvénients, quels sont les avantages pour les entreprises et leurs inconvénients, au lieu de partir d'en haut et d'avoir une démarche politique sur quelque chose qui relève pour moi des partenaires sociaux pour l'essentiel. Vous avez le mot de la fin, Yvan Ricordeau. C'est un sujet qui paraît comme ça un peu léger, ça coûte cher, c'est contesté. Est-ce que vous les remettez en question, vous, ces ruptures conventionnelles extrêmement utilisées et parfois à mauvais escient? La CFDT fait partie des organisations qui ont négocié et mis en place les ruptures conventionnelles. La remise en cause des ruptures conventionnelles posera la question de la situation précédente. La situation précédente, c'est des situations dans les entreprises où entre l'employeur et le salarié, les choses se discutaient de façon complètement insécure juridiquement et pour l'un et pour l'autre, pour faire en sorte que les séparations soient mal organisées. Donc ça a été mieux organisé et tout le monde dit que c'est aujourd'hui mieux organisé. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre Ferracci dit que aujourd'hui, il y a peut-être un biais qui a été pris sur la façon dont les entreprises s'en servent. C'est clair. Mais sauf que Effet d'aubaine. l'interrogation du gouvernement qui nous est posée aujourd'hui, c'est comment on contraint les salariés sur l'utilisation des ruptures conventionnelles et pas les entreprises. Une nouvelle fois, la CFDT dit, comme pour les aides aux entreprises, s'il y a des contraintes, des obligations, des devoirs à mettre, autant sur les entreprises que sur les salariés, ça serait quand même un peu plus équitable. 10 secondes, Pierre Ferracci, si vous voulez rajouter un mot. Non, simplement, j'espère que la journée du 18 sera réussie parce que je crois effectivement que les organisations syndicales et plus largement les partenaires sociaux, y compris le patronat, peuvent être effectivement une digue dans une situation politique qui est extrêmement compliquée, où la montée des populismes, quelle que soit la façon de les qualifier, peut être extrêmement préoccupante demain. Merci, messieurs, de nous avoir éclairés. Manifestation le 18, c'est celle des partenaires sociaux, et celle du 10, vous l'évoquiez, c'est une manifestation dite apolitique, récupérée par un certain nombre de mouvements politiques qui seront probablement dans le cortège. Merci Yvan Ricordeau d'être venu secrétaire adjoint de la CFDT. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à Pierre Ferracci, président du groupe Alpha, et puis président aussi du... J'ai transmis la présidence à Estelle Sova. C'est ce que je voulais vous faire dire. Depuis le 19 juin, je suis toujours dans le groupe Alpha. Et la présidente est aujourd'hui Estelle Sova. Rectifions immédiatement. C'est vrai que vous avez transmis les codes nucléaires à Estelle Sova et nous rectifierons évidemment dorénavant votre présentation. Puis président du PFC qui a gagné, on peut le dire. Et ça, c'est aussi, ça fait plaisir. Voilà, ce petit club en Ligue 1 qui est un grand club, évidemment. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Nicolas Juchat. Merci à tous ceux qui m'aident à préparer cette émission. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.